je voulais déjà me présenter, je suis Aurélie de Brito, je suis facilitatrice en constellation familiale. Donc en fait, je travaille sur le transgénérationnel et sur la psychogénéalogie. Mon rôle est donc d'identifier l'origine de vos problèmes, de les débusquer pour vous et avec votre aide, de vous en libérer. En fait, je vous facilite la vie. Dans cette vidéo, on va un petit peu approfondir un thème et un sujet. Donc là, c'est le syndrome du jumeau perdu. Je reprends cette vidéo étant donné qu'il y a eu quelques problèmes sur l'ancienne vidéo. Oui, des drôles de choses sont arrivées, dont une voix en double. Vu le sujet du doublon, du double ou du jumeau, c'est une synchronicité quand même assez surprenante. Donc je reposte cette fois, je vais refaire un petit peu différemment la vidéo pour que ce soit plus clair et plus audible pour chacun d'entre vous. Avant d'attaquer le sujet, je voulais aussi vous remercier pour ceux qui commentent, pour ceux qui partagent, qui mettent un pouce, un like, et pour toutes les personnes qui font partie de la communauté et qui l'aident à grandir et à évoluer. Merci beaucoup et grande gratitude pour votre écoute et pour votre participation. Je mettrai aussi en dessous, en commentaire, mon adresse mail où vous pouvez m'écrire personnellement pour les constellations familiales, et aussi mon numéro de téléphone, mais alors ça sera que par SMS ou sur WhatsApp. Voilà, je vous remercie beaucoup et merci pour votre écoute. Donc le sujet, les jumeaux perdus. Donc c'est un vaste sujet, finalement on se rend compte que ça concerne énormément de gens, même si vous n'en avez peut-être pas l'impression, car la plupart ne le savent pas, puisque ça peut venir en fait bien avant les 3 mois où il y a l'échographie. Donc pour savoir si on a un jumeau perdu, déjà, il faut savoir à l'intérieur de nous si ça résonne. Ça peut être un jumeau perdu pour nous, mais aussi pour notre transgénérationnel. Donc ça peut être par exemple une mère qui avait un jumeau qu'elle a perdu, ou un père, un grand-père, un arrière-grand-père, etc. Vous êtes peut-être porteur de ces mémoires-là, ce qui peut vous faire des problèmes dans votre vie actuelle. Alors comment on peut repérer ça ? Quels sont les symptômes qui peuvent nous permettre de voir qu'on a pu avoir un jumeau perdu? Alors vous allez voir que c'est assez proche de la blessure d'abandon. Puisque finalement, beaucoup de personnes qui ont eu un jumeau perdu dans le ventre, c'est leur premier abandon. C'est leur premier deuil, c'est leur première perte. Donc leur attachement, en fait, au départ, a été insécure. Donc en fait, ça peut être des personnes où vous pouvez vous sentir, vite abandonné, dans le sens où vite très seul. Vous pouvez avoir besoin des autres, ou avoir peur d'être remplacé par quelqu'un de mieux, ou des choses comme ça. L'impression aussi qu'on peut vous quitter, ou que les relations vont forcément se dégrader pour se terminer. Ça peut être des ressentis comme ceci, ou peut-être que vous ne vous permettez pas d'être proche des autres par peur qu'ils vous abandonnent. Donc en fait, ça rejoint assez, ça peut être la peur d'être abandonné et peut-être aussi que vous repoussez les autres. Ça peut être des choses comme ça. Ou la peur que les gens autour de vous meurent d'un accident, vous faites beaucoup de soucis pour eux, ou des choses comme ça. Donc ça peut être des ressentis, les premiers ressentis qu'on a. Mais on peut aussi avoir tout un tas d'autres éléments qui peuvent nous indiquer qu'on a pu avoir un jumeau perdu. Alors déjà, le fait de perdre un jumeau, c'est vécu comme un deuil vraiment dramatique. C'est la première séparation originelle qui est très douloureuse et qui nous crée une forme de fragilité, de vulnérabilité, des traces dans le cœur et dans l'âme qui ne s'effacent pas facilement. Cet abandon peut être un traumatisme très fort, tellement fort qu'il peut scinder l'âme en deux. Et à chaque vague à l'âme, on peut revivre cette intensité et cette blessure originelle. C'est comme un cri primal qui peut aller jusqu'à avoir un refus d'incarnation. Comme une envie de repartir ailleurs, dans cet ailleurs où finalement votre jumeau est parti. On peut avoir l'impression que finalement la mort serait plus douce que la vie. Et qu'en fait, à vivre, on peut avoir une impression même de se noyer, puisqu'on est à contre-courant, qu'on n'a pas suivi ce jumeau-là. Ça peut être comme, en fait, où cette perte a été brutale, pour la plupart, et ça peut être comme si on vous avait arraché un scotch à vif sur la peau. Donc ça peut laisser des personnes comme fracassées dans ce monde, fracassées sur les rochers. C'est très, très difficile en fait à vivre et à comprendre, puisque finalement la plupart ne sont même pas au courant de ça.
consciemment en tout cas. Notre inconscient est au courant de tout. Et dans notre ADN, il reste des séquelles cellulaires qui restent imprimées. Donc ça peut nous créer la peur de l'abandon qu'on peut vivre comme une mort. Si vous êtes une personne qui a beaucoup de mal avec les séparations amoureuses par exemple, dans les relations amoureuses, ça joue énormément. Si vous avez l'impression que le manque est vécu comme un vide abyssal, si vous avez l'impression que d'être seul va vous dévorer, il y a un déséquilibre. Si c'est trop fort comme ça, il y a bien des chances que vous ayez eu un jumeau perdu. Donc les peurs sous-jacentes, donc il y a la peur de l'abandon, mais vous pouvez être aussi quelqu'un qui vous suradapte, qui a une sorte de dynamique d'auto-sabotage, qui tente de rentrer en relation, quitte à forcer la relation aussi. Peut-être que vous êtes un peu trop envahissant dans les relations, et que du coup vous faites fuir l'autre. Ou que vous quittez l'autre en premier, de peur d'être abandonné. C'est possible aussi. D'autres encore restent dans une relation souffrante et dysfonctionnelle par peur d'abandonner l'autre ou de se sentir coupable. Donc il y a toutes ces dynamiques-là qui peuvent jouer. Vous comblez des vides. Si vous avez l'impression que vous comblez des vides par une sorte de dynamique de compulsivité, ça peut être le fait de combler tout votre temps, de ne pas avoir une minute pour vous. Ça peut être des addictions, comblées par des produits, l'alcool, la nourriture compulsive, l'excès de sucre, les achats compulsifs aussi. Est-ce que vous abandonnez aussi beaucoup de projets? Est-ce que vous n'allez pas au bout de vos projets? Ça peut être aussi un élément qui peut vous alerter sur ce syndrome de jumeaux perdus. Est-ce que vous achetez tout en double, ou voire en triple? Si vous remarquez que vous avez acheté sans faire attention plusieurs fois le même vêtement, d'une couleur différente par exemple, que vous achetez plusieurs fois la même chose, que vous ne pensiez pas avoir pris, que vous l'avez pris en fait déjà en 2 exemplaires. Ça peut être des choses comme ça qui ressurgissent, comme si vous preniez aussi pour votre jumeau perdu. Ça peut être également d'en faire beaucoup, beaucoup trop au travail. Vous en faites pour 2. C'est comme si vous vouliez faire vivre ce jumeau par le fait que quand vous travaillez et pour vous et pour lui. Comme si vous vouliez faire vivre ce jumeau qui est mort. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. C'est sûr que ça peut être un petit peu abstrait, mais après il peut avoir aussi l'impression qu'il manque toujours, qu'il manque quelque chose, quelqu'un, qu'on est toujours en recherche. Ça peut nous pousser très loin dans les recherches, puisqu'on peut aller même jusqu'au bout du monde pour rechercher finalement ce jumeau perdu, sans en avoir pris conscience. On ne sait pas trop ce qu'on recherche, on ne sait pas pourquoi on bouge autant. Ça peut nous donner ce sentiment de bougeotte, d'avoir l'impression qu'il faut chercher quelque chose. On cherche, sans trouver vraiment. Ça peut être aussi de compenser ce manque, ce vide. On peut manquer aussi de confiance en soi, que quelque part, on n'a pas pu sauver ce jumeau qui était avec nous. Donc on peut aussi avoir le syndrome du sauveur. Puisqu'en fait, on n'a pas pu sauver ce jumeau, on va sauver le plus de monde possible. Il y a une sorte de culpabilité qu'on porte de manière sous-jacente. De culpabilité qui n'a pas de raison apparente, justement. On peut se sentir coupable ou non méritant, ou des choses comme ça. Et en fait, ça viendrait de ce jumeau perdu. Donc l'impression aussi d'être seul, même quand on est en groupe. Si ça vous fait l'impression que vous êtes pourtant entouré de plein de gens, etc., mais vous vous sentez quand même seul. Ben ça peut être un bon symptôme qui montre que vous avez un jumeau perdu ou des mémoires de jumeaux perdus pour vos lignées. Est-ce que vous recherchez des connexions très profondes avec les autres? Ou le contraire? Est-ce que vous fuyez les connexions profondes avec les autres? Parce qu'en fait, c'est les 2 pôles d'une même face, enfin quelque part, ça dépend comment on a vécu si on l'a vécu comme un abandon ou comme un rejet. Parce que le jumeau qui est parti, qui n'a pas été jusqu'au fait d'être mis au monde ou de vivre, ce jumeau, on a pu se sentir abandonné par lui, voire trahi. Donc on peut avoir la blessure de trahison ou d'abandon. Puisqu'il nous a laissé tomber quelque part, il n'est pas venu s'incarner avec nous. Et pour d'autres, ça peut être vécu comme un rejet. Il nous a rejetés puisque finalement lui il est reparti vers la lumière et que nous on est resté ici.
Donc ça peut être aussi ressenti comme une injustice. Il y a même encore d'autres personnes qui se sont senties plutôt humiliées de ne pas avoir pu sauver ce jumeau. Et tout ceci reste engrammé dans nos cellules et dans notre inconscient. Ça va ressurgir, voilà, comme par exemple plein d'achats, plein de choses comme ça. Donc, comment savoir si on a ce jumeau, si on l'a perdu précocement, votre mère vous a jamais dit que vous aviez un jumeau? Bah, peut-être qu'elle ne le sait pas. Puisqu'en fait, si c'est avant les 3 mois, on a peu de sources d'informations. Et des fois, on arrive à savoir des petits ressentis en posant des questions. Ça m'est arrivé avec des clients qui ont su, il y a eu un petit saignement, il y a eu une impression qu'il y avait plusieurs et que finalement plus. Les prénoms aussi. Si vos parents avaient 2 prénoms en tête, un masculin, un féminin par exemple, ou 2 féminines, enfin, ou 2, et que à, je sais pas, 2e mois, 1er mois, 2 mois et demi, en fait, finalement, ça s'est transformé en un seul prénom. Inconsciemment, le parent sait qu'il y a eu un départ. Ça peut être même un papa qui fait, on dit souvent qu'il y a des papas qui font une sorte de, pas de burn-out, mais de, j'ai oublié le mot, excusez-moi, dépression postpartum en fait. Il y a les femmes qui en font, mais il y a aussi les papas, parfois, avant que les enfants naissent. Mais en fait, peut-être parce que lors de la grossesse, il y a eu un deuil, inconsciemment. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, on sait maintenant que si on compte même les œufs clairs, ce serait une grossesse sur 3 qui serait gémellaire. Si on ne les compte pas, ce serait une grossesse sur 10. Mais en sachant qu'on a aussi les mémoires de nos aïeux, donc de nos parents, grands-parents et familiaux, qui, eux, ont pu avoir une grossesse gémellaire. Donc, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées par ce syndrome du jumeau perdu. Donc, ces mémoires gémellaires, il y a les mémoires gémellaires de cette vie, mais il y a aussi les mémoires, pour ceux qui y croient, de vie en vie, qui se transmettent. Donc ça peut être des mémoires gémellaires de cette vie ou qui nous suivent d'autres vies, telle une flamme brûlante qui suit notre âme. Donc là, on parle plus d'âmes jumelles, de choses comme ça. D'âmes qui nous suivent dans plusieurs plans. Donc toutes ces mémoires de jumeaux perdus, nous les avons à l'intérieur de nous. Et du coup, on peut avoir cette recherche toujours de connexion, cette recherche de comprendre, et ça peut aller très loin. Il y a aussi alors des personnes, certains se reconnaîtront, qui peuvent avoir même des dons. Certaines personnes ont des dons médiumniques parce que en fait un des jumeaux n'est plus de ce monde. Donc en fait, ça fait des personnes qui sont connectées aux 2 mondes. Donc vous voyez que ça peut créer beaucoup de choses en fait. Ça peut aussi créer certaines personnes qui ont un refus d'incarnation, donc qui n'ont pas envie d'être là, pas envie d'être nés, puisque comme le jumeau est parti, ils auraient eu envie de le rejoindre. Ils auraient eu envie de les rejoindre presque de l'autre côté, quoi. Donc ça peut créer des dépressions graves, des personnes qui n'ont pas envie d'être là et qui ne vivent pas leur vie pleinement. Donc ça, en constellation familiale, on peut le travailler. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir être vraiment pleinement incarné pour pouvoir bien vivre et être en prospérité. Car on mérite, si on est venu jusqu'à là, on mérite de vivre une vie accomplie et pleine, d'être en complétude, de se sentir complet et de ne pas rechercher toujours cette part de nous-mêmes dans un partenaire, dans des partenariats amicaux, dans des partenariats professionnels. Et surtout, ce qui ressort énormément, c'est en relation amoureuse. Donc, certaines personnes peuvent avoir aussi un besoin de contact physique, de plus de contact physique, de plus de toucher. Et il y a le contraire, donc ceux qui l'ont plus vécu comme une blessure de rejet peuvent avoir plutôt le côté qui n'aiment pas le toucher. Voilà, il y a les deux. Donc certains vont plus chercher des amitiés ou des relations fusionnelles et d'autres vont les fuir. Donc on voit que c'est assez complexe et assez large, puisque finalement, il y a tout un panel de choses qui peuvent nous montrer qu'on a eu un jumeau perdu. Il y a aussi, si c'est dans cette vie, si c'est vous qui avez eu un jumeau, il se peut aussi que vous ayez au niveau des ADN des mélanges. Certaines personnes, parce que si le corps du bébé n'a pas été expulsé, il se peut qu'il ait été absorbé. Donc il se peut des fois que vous soyez en dualité sur 2 choses, 2 décisions, comme si vous aviez 2 caractères différents. Donc ça peut créer un petit peu des fois des zones où c'est difficile de prendre une décision.
ou des personnes qui peuvent changer d'avis très rapidement. Il peut aussi avoir aussi au niveau de l'ADN. En Amérique, il y a eu une nana qui a eu vraiment une surprise, parce qu'elle a fait des tests ADN, et en fait, sur son bébé, et il y avait un autre ADN, donc le papa a cru que c'était pas son enfant, puis ils se sont rendus compte en faisant des tests sur elle-même, qu'elle avait 2 ADN. Donc l'ADN de son jumeau et le sien, c'était mixé. Ça arrive très très rarement, mais ça peut arriver. Il peut avoir aussi par exemple des gens qui ont un orteil en plus, des dents qui poussent en plus, ou qui poussent pas au bon endroit, des choses comme ça. Au niveau des cellules aussi, au niveau des cheveux, il peut avoir 2 couleurs de cheveux, etc. Il peut avoir des choses assez surprenantes qui peuvent ressortir. Ça peut paraître un peu plus glauque là, mais bon, ouais, voilà. Il y a des mélanges. Donc avant, ça se disait bien que les jumeaux avaient pu absorber l'autre. Donc il peut avoir aussi une culpabilité d'avoir absorbé l'autre. Ou des gens qui prennent un surpoids excessif, qui ont tendance à vite prendre du poids, puisque finalement ils en ont pour 2, ou ils mangent pour 2. Des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses. Il y a le comportement aussi de se remplir donc d'alcool, drogue ou sucre, ou café, ou d'autres qui, dans les activités excessives, trop de sport, trop de relations sexuelles. Il peut avoir comme ça des sortes d'addictions qui arrivent pour nous montrer qu'il y a pu avoir un jumeau. Voilà. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de collectionner, ils sont collectionneurs, beaucoup d'objets, beaucoup de choses autour d'eux, etc. Comme si on comblait ce manque. Le syndrome du sauveur est celui qui ressort le plus souvent aussi sur ceux qui ont un jumeau perdu. Puisqu'en fait, l'inconscient a quand même cette culpabilité souvent de ne pas avoir pu sauver son jumeau. Et ça reste assez fortement, en fait, comme si on était inadéquate dans cette vie et comme si on n'avait pas su remplir la mission de sauver l'autre. Ça peut être créé comme ça dans cette idée qu'on est là pour sauver. C'est là où c'est pas équilibré parce qu'on peut aider, mais pas faire le boulot des autres. On peut pas être là pour sauver. Même d'ailleurs ceux qui sont thérapeutes, hein. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui ont eu des jumeaux perdus qui sont thérapeutes, mais après c'est toute une question de place. Si on est à sa place, on est là pour guider. Donc on a des informations qui peuvent aider le patient. Alors patient, oui. J'aime pas trop ce mot non plus, parce que patient voudrait dire qu'il n'y a rien à faire, ce qui est faux. Justement parce que le client, je vais dire du coup, la personne qu'on peut aider, a un rôle à jouer. On peut la guider, mais on ne va pas faire le travail à sa place. Sinon, on tombe justement dans ce fameux syndrome du sauveur, ce qui n'est pas équilibré. Donc en fait, les thérapeutes sont là pour aider, guider, montrer les connaissances qu'ils ont pu avoir qui peuvent éclairer le patient, la personne, le client. Mais c'est un peu un partenariat aussi, justement. Il faut que les deux travaillent. Chacun a son rôle et il ne faut pas que l'un dépasse sur l'autre. Donc il y a pas mal de choses en constellation familiale qu'on peut faire. On peut faire aussi le fait d'être bien incarné sur cette terre, le fait de voir mourir l'autre, ou peut-être d'accompagner pour comprendre d'une forme rituelle, hein, je vous parle bien, qui peut aider à conscientiser ce qui s'est passé pour faire le deuil de cette première relation en fait avec son jumeau. Donc on recherche, dans les constellations familiales, on recherche toujours qui est absent, qui manque à l'appel. Car quand quelqu'un manque à l'appel, toutes les personnes de son système familial ont tendance en fait à changer de place sur le plateau familial, sur le champ morphique familial. Tout le monde a tendance à se déplacer et du coup ça crée un bouleversement, un déséquilibre, ça chamboule en fait la place de chacun. Donc en fait, il faut que chacun revienne à sa juste place. Pour ça, il y a un rituel et un deuil à faire. Et il y a des phrases de résolution qui vont vous aider en fait à reprendre la juste place dans votre famille et surtout votre juste place dans la vie. Puisque vous n'avez pas, ce n'est pas juste de devoir vivre pour 2 personnes, ce n'est pas juste de devoir faire 2 fois plus que les autres pour vous sentir à votre place, parce que ça vous donne une sorte de syndrome aussi de l'imposteur. Donc comme si vous aviez pris le rôle de votre jumeau, puisque vous essayez un petit peu de tout combler. Donc est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous vous sentez en décalage avec les autres? Ou à la place que vous devriez être et prendre? Donc on va dire que on doit travailler sur ce jumeau perdu pour pouvoir combler naturellement ce vide. Le problème qu'il y a si on ne fait pas ce travail,
c'est que du coup, dans ce cas-là, on porte une blessure qu'on va faire porter à l'autre, une responsabilité qui n'est pas du fait de l'autre, du conjoint, de votre partenaire, qui n'est pas là pour vous combler en fait. Donc on prend sa responsabilité en se comblant soi-même. Une fois qu'on a compris ça, on peut se soigner. Il y a des façons de faire. Donc en constellation, ça marche. En hypnose régressive, on peut comprendre ce qui s'est passé. Et en constellation, on peut le nettoyer et le libérer. Parce que il y a le fait de comprendre, mais il y a le fait de libérer qui est très important. Donc dans 2 cas de figure, on peut s'en vouloir consciemment, parce qu'on a compris, et on peut se sentir aussi inconsciemment sauveur. Et on peut aussi s'en vouloir de ne pas être aux côtés de son jumeau, ou que c'est pas juste, c'est injuste, donc se sentir victime. Et du coup devenir bourreau. Donc si on veut sortir de ce triangle de Cartman, on peut devenir bourreau aussi en rejetant la faute sur le conjoint qui comble pas assez. Alors que c'est pas sa responsabilité de vous, d'être toujours là pour vous sécuriser, de vous rassurer, etc. C'est pas son rôle en fait. Ou il y a certaines personnes qui trouvent ça injuste et du coup qu'en veulent au monde entier. En fait, c'est un mécanisme de défense, c'est pas leur faute, donc c'est la faute à tout le monde. Donc quelque part, ils n'ont pas transmuté cette souffrance et ils vont projeter à l'extérieur ce manque d'amour de soi, ce manque de fait de se combler par soi-même. Et en fait, c'est une forme de se déresponsabiliser, de se montrer comme une victime. Et du coup, on fait un peu le Calimero. Ça, c'est pas ok. Parce qu'en fait, on a tous une responsabilité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on reprend sa responsabilité, on reprend aussi son propre pouvoir. Le pouvoir de se nourrir soi-même, de combler ce vide pour être en complétude, de se sentir bien. Et du coup, on n'est plus en danger de mort ou de vie, parce qu'on comprend enfin qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Et en fait, si on fait ce deuil, parce que c'est un deuil, hein, et qu'on prend conscience de tout ça, on va pouvoir réparer ce qui à l'intérieur de nous a été lésé quelque part. Notre pouvoir va enfin nous libérer de nos blessures. Car en constellation familiale, on aide à cette libération des blessures afin de vivre plus serein, en se sentant enfin complet et bien dans notre peau. En fait, on va se sentir allégé de cette blessure originelle pour être vrai dans ses relations, être soi-même pour soi-même et plus jouer des rôles, plus finalement jouer double casquette, la sienne et celui de son jumeau, et pour être finalement vraiment authentique dans sa vie. Donc c'est un tremplin pour se sentir bien. Donc le manque de notre jumeau, ça peut en fait nous montrer que nous sommes finalement pas à notre place, qu'on lutte, là c'est comme si on nageait à contre-courant. Et en fait, en solutionnant tout ça, en libérant tout ça, on va pouvoir enfin prendre la prise de conscience et débuter le changement de paradigme qui est nécessaire à notre évolution. Et enfin aller vers des relations saines. Parce que jusqu'à présent, nos relations ne sont pas saines. On met trop de poids sur les épaules des autres. C'est inconscient, mais il faut conscientiser tout ça. Donc aller vers notre nouvelle vie, c'est finalement s'alléger des blessures du passé pour être authentique face à soi-même. On n'est pas responsable du traumatisme qu'on a vécu, ça c'est sûr. Par contre, on est responsable de prendre ses décisions pour pouvoir solutionner tout ça, libérer tout ça. Donc c'est la façon dont nous réagissons à aux choses que nous avons vécues, difficiles, qui définit qui nous sommes. Est-ce qu'on est une victime ou est-ce qu'on est quelqu'un qui se prend en main pour aller bien? Donc c'est ça qui est important, c'est de savoir pourquoi on est ici. On est sûrement ici pour une raison, enfin moi c'est ce que je pense en tout cas. Et il faut se focaliser sur ce qui est positif pour pouvoir évoluer vers notre abondance. Pour ça, il faut se sentir complet, s'aimer soi-même, se nourrir soi-même, ne plus être dans cette blessure d'abandon, de rejet ou autre. Donc en fait, vous avez tous des compétences et un savoir-faire que vous allez pouvoir mettre en avant. Sortir de la solitude. Excusez-moi. Donc en fait, quand on comprend ça, quand on met de la lumière sur toute cette blessure, on va pouvoir se sentir mieux. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc le fait de se sentir mieux va faire qu'on va pouvoir aller vers notre union sacrée, notre abondance et sortir des blocages. Parce qu'on purifie ce lien à nous-mêmes, donc ce lien aux autres. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté.